iPad, iPad Air ou encore iPad Pro, lequel devez-vous choisir? Il est vrai que contrairement à ses débuts où nous n'avions qu'un seul choix d'iPad, donc on n'avait même pas lieu de se poser la question simplement de je veux un iPad ou non. L'iPad s'est multiplié et l'on en retrouve pas moins de 5 modèles déjà en neuf sur l'Apple Store. Et ça, ce n'est qu'en neuf. Sur le marché du reconditionné, vous pouvez encore avoir accès à des générations inférieures qui sont encore largement plus que correctes, à des prix inférieurs. On étudiera ça aussi. En tout cas, s'il s'est multiplié, ce n'est pas juste pour vous perdre et ne plus savoir lequel choisir. Et on va voir ensemble qu'en fonction de votre utilisation, certains vont être plus intéressants que d'autres. Et dans un premier temps, je vous dirais qu'on ne va pas lire des fiches techniques, ça n'a aucun intérêt, mais bien s'attarder à l'expérience utilisateur en fonction de vos besoins. Et ça sera là le but de la vidéo, lequel devez-vous choisir. Vous me suivez? On y va. Les nouveaux iPads devraient être présentés au mois de mars de cette année, ce qui en fait un choix judicieux de s'y intéresser dès maintenant. Surtout sur le marché du reconditionné, avec des prix de plus en plus attractifs lors de la sortie des nouveaux. Et est-ce que vous avez vraiment besoin du tout dernier de toute façon? Pour ma part, je suis juste en train de changer le mien, qui est un iPad Pro de 2017. Oui, 2017. Qui pour mon utilisation de l'iPad pour visionner du contenu YouTube ou des séries, m'allait encore très bien jusqu'à maintenant. Désormais, il a quand même 7 ans et malgré qu'il soit compatible iPadOS 17, la batterie commence à sérieusement fatiguer. Et je vous dirai au cours de la vidéo sur lequel je me suis orienté. Alors déjà, pour commencer, la question qu'il va falloir se poser, votre iPad, il va vous servir à quoi? Si comme la plupart des utilisateurs de tablettes, vous souhaitez utiliser votre iPad pour regarder du contenu vidéo, Netflix, Prime Video, YouTube ou encore consulter vos mails, l'iPad que je vous conseillerais, ce serait l'iPad dit classique. Et dans les classiques, vous avez le choix entre l'iPad 10 et l'iPad 9 sur l'Apple Store. Alors déjà, lequel choisir entre les deux? Pour moi, sans équivoque, l'iPad 10 et je vais vous expliquer pourquoi. Malgré un prix forcément plus onéreux, on est à 589 € pour l'iPad 10 et 439 € pour l'iPad 9. Ça fait quand même une différence non négligeable, mais attendez la fin de mon explication. L'iPad 10 adopte déjà le nouveau design des iPads sans le bouton Home en bas de l'écran. Vous le trouverez dans de nombreux coloris plus fun les uns que les autres. Vous allez avoir un écran légèrement plus grand avec 10,9 pouces, une puce A14 plus récente, quoique pour une telle utilisation, vous ne verrez pas réellement la différence. Si vous le prenez en cellulaire, vous aurez accès à de la 5G contre de la 4G sur le 9. Si vous utilisez souvent la visio, vous avez la caméra qui est désormais au centre de l'image, ce qui vous permet d'être complètement centré lors de vos conversations. Mais surtout, comme pour tous les modèles que je vais vous présenter en suivant, un port de charge USB type C, contrairement à l'iPad 9, et là pour moi ça crée une réelle différence. Vous serez sur une connectique nouvelle génération et laisserez enfin tomber le Lightning, qui n'est pour ainsi dire plus vraiment une connectique d'avenir, et partirez sur un produit que vous pourrez conserver de ce fait plus facilement sur le long terme. Et si vous vous intéressez au marché du reconditionné, vous allez pouvoir avoir des offres vraiment intéressantes qui vous abaisseront le tarif pas bien loin de celui de l'iPad 9. Regardez-y, ça peut vraiment être attrayant pour le coup. Bien. Maintenant, si vous avez besoin d'un iPad vous offrant plus de puissance, avec un usage plus gourmand en ressources, il faudra vous orienter sur la série des iPad Air. Là, on monte en gamme et en prix aussi. L'iPad Air 5 est disponible sur l'Apple Store au prix de 789 €. Mais là déjà, malgré que l'on ne soit pas sur la gamme Pro, on commence déjà malgré tout à se professionnaliser. On est toujours sur une taille de dalle similaire à l'iPad 10 avec 10,9 pouces, mais lui, il est proposé par une puce M1, puce qui elle-même équipe certains iMac, MacBook ou encore Mac Mini. Donc un vrai processeur d'ordinateur à votre portée dans votre tablette. Et étant une puce Apple Silicon, il se pourrait que ces puces bénéficie plus longtemps que les autres de mise à jour système. Il vous permettra de pouvoir commencer à faire de la retouche photo ou du montage vidéo par exemple. Il est compatible avec l'Apple Pencil de dernière génération et dispose d'un écran laminé, ce qui signifie que vous ne verrez pas de différence entre ce que vous tracez avec votre Pencil et l'épaisseur du verre de votre iPad. Pour ceux qui voudraient effectuer du gaming plus poussé, et là je ne parle pas uniquement de jeux disponibles sur l'App Store, sans dénigrer les joueurs de Candy Crush bien sûr, mais notamment avec les services de cloud gaming qui devient tout à fait possible avec la puissance de la puce embarquée. C'est un vrai petit outil bureautique sérieux avec la compatibilité avec le Magic Keyboard d'Apple ou encore les claviers de chez Logitech, tout aussi performants pour un prix inférieur. Je vous mets les références dans la description de la vidéo. Et personnellement, je vous avais dit que je vous dirais vers lequel j'allais m'orienter, et bien c'est vers celui-là. Il correspond tout à fait à mon type d'utilisation et je n'ai pas besoin de fonctions supplémentaires que pourrait m'offrir la gamme supérieure. C'est pour moi l'iPad 4.4, un petit peu comme pourrait l'être de son côté l'iPhone 13. Il ne lui manquerait juste qu'une prise USB type C. Et cerise sur le gâteau, cherry on the cake, vous pourrez lui aussi le retrouver en reconditionné sur des prix vous rapprochant très sérieusement du prix de l'iPad 10. Et sur ces tarifs-là, c'est un vrai game changer pour le coup. Mais dans la série des iPad Air, qui peut être intéressant aussi également,
là par contre ce sera uniquement en reconditionné, c'est l'iPad Air 4. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'il a lui aussi un écran similaire avec toutes les caractéristiques de la génération 5. Il a le nouveau design des iPads, il a un port de charge USB type C. Il est également compatible avec le Pencil de deuxième génération et le Magic Keyboard. La différence, elle se fera surtout si vous souhaitez utiliser les services de cloud gaming, parce que lui, pour le coup, il n'est pas équipé de puce M1, mais d'une puce A14, qui est globalement très puissante, hein. C'est la même que sur l'iPad 10, mais qui sera limitée sur ce domaine-ci en performance. Et si vous optez pour une version cellulaire, l'iPad Air 4 n'est lui pas compatible 5G. Mais si ces deux derniers critères ne vous intéressent pas, vous pourrez le retrouver à des prix très intéressants sur le marché du reconditionné, donc ne vous en privez pas. Maintenant, on va passer sur la série des iPad Pro, qui eux, pour le coup, les compromis, ils s'en moquent. Par contre, les prix se moquent aussi du montant restant sur votre compte en banque. C'est par contre vraiment le top du top de ce que peut proposer Apple sur une tablette. Et tout de suite, on peut s'apercevoir qu'il va y avoir deux tailles d'écran déjà. Et on va faire un premier arrêt ici pour en parler justement de ces tailles d'écran. Je n'ai pas parlé pour l'instant de l'iPad mini. Vous savez, ce tout petit mignon, trop beau, trop chou, trop mignon. Ce petit iPad qui coûte quand même 659 €. Ceci dit, c'est un iPad très performant qui se situe niveau puissance entre l'iPad Air 4 et l'iPad Air 5 et qui est doté d'une puce A15. Mais dans un format compact et pour le coup, pour moi, trop compact. Et encore plus pour les possesseurs d'iPhone de la gamme Plus ou Max, où la différence se ferait encore moins ressentir. Il va être surtout utile à mon sens pour un usage professionnel bien spécifique. Je pense notamment à un conducteur de travaux pour l'amener sur un chantier, un retour écran ou un prompteur pour un photographe ou un vidéaste, ou encore dans un restaurant où le serveur pourrait sélectionner les commandes dessus. Mais sorti de là, je n'y trouve pas vraiment de sens, en tout cas pour l'usage qui me concerne moi. Et qu'en est-il pour les iPad Pro alors? 12,9 ou 11 pouces? D'une certaine manière, même si, attention, ce n'est pour moi pas un ordinateur, il ne faut pas confondre, vous pouvez vous poser la question de comment vous allez l'utiliser. Si effectivement ce sera plus pour un usage statique de bureau, même si je n'aime pas dire ça un peu comme votre Mac ou votre PC, il faudra peut-être s'orienter alors vers le 12,9 pouces, qui vous offrira un confort visuel plus important avec sa diagonale plus élevée. Par contre, si vous l'utiliserez pour ceux pour lesquels il est conçu, c'est-à-dire une tablette professionnelle, donc un usage mixte entre utilisation d'une tablette classique mais avec la possibilité d'effectuer des tâches professionnelles, donc ni plus ni moins qu'un appareil hybride, hein, ben là je vous orienterai vers le 11 pouces. Attention, appareil hybride mais non éligible avec les aides de l'État pour la transition écologique. Bref, avec ces 11 pouces, c'est pour ainsi dire le même écran que ses petits frères de 10,9 pouces, donc vous ne serez pas dépaysé. Alors qu'est-ce qu'il va apporter de plus qu'un iPad Air? Il apporte la puce M2, présente comme pour les M1 sur les Mac, et c'est littéralement un monstre de puissance, cette puce sur une tablette. Maintenant, a-t-on réellement besoin d'autant de puissance? Est-ce que les grosses tâches, ou du moins les plus gourmandes en ressources, on ne préférera pas les faire sur son Mac? Je vous pose vraiment la question. Vous allez avoir le Face ID qui est désormais à l'intérieur, ça à vous de voir hein, si c'est réellement ce qui peut vous faire basculer. Autant c'est vraiment ultra pratique je trouve sur mon iPhone, autant sur iPad je suis déjà un petit peu plus perplexe, ne serait-ce que de par le positionnement de la caméra en lui-même. Vous avez un écran de 120 Hz, alors là-dessus ça peut être utile, c'est vrai, pour ceux qui vont faire du gaming, même si ce n'est pas indispensable. Mais on est d'accord, c'est vrai, votre expérience n'en sera que plus fluide et c'est indéniable. Ça peut être intéressant également avec la nouvelle fonction de survol qu'Apple a mis en place avec le Pencil, notamment pour les dessinateurs professionnels qui permet d'avoir plus de précision et de débloquer certaines fonctions supplémentaires. La prise en charge du Thunderbolt via le connecteur USB type C, oui ça va plus vite, énormément même, et ça peut être très intéressant pour ceux qui font du montage vidéo pour avoir une expérience vraiment ultra fluide. Bon, vous le voyez quand même avec ces trois dernières fonctions, elles sont très intéressantes, attention, hein, mais elles s'adressent déjà plus à un public ciblé qu'à un produit grand public. En revanche, si c'est des critères qui vous font sens, hein, allez-y et franchement vous ne serez pas déçus. Et aussi, alors à prendre avec des pincettes, hein, parce que je sais que dans le domaine professionnel, des fois le marché du reconditionné, ce n'est pas forcément un excellent choix. Mais pour les autres, vous pourrez évidemment retrouver cet iPad à des prix très intéressants sur ce marché. Et si vous vous intéressez à cette gamme, je vous dirais aussi de regarder du côté de l'iPad Pro 2021. En revanche, pour celui-là, ce ne sera uniquement que sur le marché du reconditionné. Alors pourquoi s'y intéresser? Vous avez à l'intérieur la puissance d'une puce M1 qui est encore une fois
pour moi largement suffisante sur iPad. Vous conservez la rapidité de la connectique Thunderbolt et le Face ID. En revanche, vous perdrez la fonction survol avec le Pencil. Et vous perdez également, chose que l'on n'a pas parlé tout au long de la vidéo, la possibilité de filmer en ProRes. Alors déjà pour ceux qui se demandent ce que c'est, ben vous ne perdez rien. Et pour les autres, écrivez-moi dans les commentaires s'il vous plaît qui filme avec son iPad. C'est fait totalement exprès, c'est un choix très personnel, mais je n'ai volontairement pas parlé à aucun moment des caméras, car tout simplement ce n'est pas un domaine qui rentre en ligne de compte pour moi dans le choix d'une tablette. Par contre, si ça l'est pour vous, je vous invite à aller sur le site d'Apple pour consulter les fiches techniques, elles sont très bien faites pour ça. Et cet iPad Pro 2021, vous le retrouverez forcément sur des prix plus attractifs que celui de 2022. Voilà, on a fait ensemble le tour de toute la gamme iPad d'Apple. Il ne nous reste plus qu'à parler du stockage, mais là je serai très bref, car d'une part c'est entièrement personnalisable, donc chacun y trouvera son compte, et d'autre part c'est vraiment personnel et dépendra grandement de votre utilisation. Pour exemple, mon iPad Pro de 2017 est seulement un 64 Go, et je me suis pour autant jamais senti limité dans mon utilisation. Il me reste environ une vingtaine de gigas de place, je crois. Alors les versions les plus petites ne sont pas à décommander comme j'aurais pu le faire sur certains anciens modèles d'iPhone, où là par contre avec 64 Go, ne serait-ce que juste la place des photos et des vidéos, ça peut être rapidement très gênant. Là, sachant que j'en ai une utilisation complètement différente, ça me gêne absolument pas. En tout cas, sur ce critère, vous seul avez la réponse, donc je vous laisse vous pencher dessus. On arrive désormais à la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes possesseur d'iPad et votre utilisation, ça m'intéresse. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Si le contenu vous a plu, je vous invite à m'encourager en mettant un pouce et en partageant la vidéo. En attendant, je vous dis à très vite, on se retrouve dans une prochaine vidéo et sur mes réseaux sociaux. Restez connectés, restez branchés et surtout, restez vous. C'était Picat, à plus.